Bonjour à tous, je m'appelle Kandali Wassim, je suis docteur junior en réanimation pédiatrique au CHU de Toulouse et merci beaucoup aujourd'hui de m'avoir invité à présenter les résultats de ma thèse qui évaluait l'ECMO véno-veineuse et véno-artérielle dans le SDRA néonatal. Donc j'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Donc, comme vous le savez tous, la première description du SDRA s'est faite du coup chez l'adulte par Ashbourg et Hall en 1967 qui avait décrit en fait une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique chez 12 soldats américains pendant la guerre du Vietnam qui avaient en fait une perte de la compliance pulmonaire et une infiltration alvéolaire sévère. Et progressivement, au fur et à mesure des années, on a mieux compris le SDRA avec une première définition adulte en 2012 puis une définition pédiatrique en 2015. Et il faudra attendre 2017 pour avoir vraiment une définition spécifiquement néonatale. Depuis en fait la publication de cette définition néonatale, il y a eu deux grands articles, un en 2022 qui incluait 10 centres européens et un autre de 2023 sur une cohorte chinoise. Et c'est les deux articles vraiment qui décrivent l'épidémiologie du NARDS avec une incidence de 1,5 à 5% selon les centres, une prédominance principalement masculine avec une mortalité variant de 13 à 24% et des triggers assez variés de 38% pour le sepsis, 25% pour l'inhalation méconiale et 16% pour les pneumonies. Et parmi ces néonatales ARDS, en fait, il y en a 4% qui vont nécessiter la mise sous ECMO et on s'est intéressé à ces 4% et on a designé une étude multicentrique rétrospective pour essayer en fait d'étudier les caractéristiques cliniques de ces patients-là et comparer l'ECMO VV, VSVA dans ce contexte-là. Euh, Très bref rappel juste sur les types d'ECMO qu'on peut faire chez ces patients donc, de néonates. Deux grandes modalités, donc l'ECMO véno-artériel, à cet âge-là, c'est uniquement du jugulo-carotidien. Et ensuite, donc l'ECMO véno-veineuse, deux grandes modalités, soit du multisite et donc jugulo-fémoral, soit une cannulation bicavale avec les canules Avalon. Et il y avait jusqu'à quelques années là, une autre modalité qui était l'AREC, principalement utilisée à Trousseau, qui permettait en fait un soutien partiel, mais pour des raisons de pénurie enfin, il y a plus de production des différents circuits, elle a été délaissée. Donc, comme je vous disais, objectif principal de cette étude, c'était d'écrire les caractéristiques cliniques du NARDS sous ECMO. Hop. Et en objectif secondaire, comparer l'ECMO VV et VA en termes de mortalité, durée d'ECMO et ventilation mécanique et en termes de complications. Donc, c'était une étude observationnelle multicentrique rétrospective, incluant 4 centres d'ECMO pédiatrique néonatal français, donc Trousseau à Paris, Louis Pradel à Lyon, l'hôpital du coup de Nantes et c'est l'hôpital du coup de Toulouse entre le 1er janvier 2009 et 31 décembre 2022. 143 patients éligibles. Donc, c'était des nouveau-nés de moins de 28 jours, mis sous ECMO VA ou VV pour une indication respiratoire et qui répondait aux critères du NARDS de Montreux 2017. Pour une rigueur méthodologique, on a regardé a posteriori s'il y avait des diagnostics de dysplasie alvéolo-capillaire, déficit en surfactant ou cardiopathie congénitale quand on avait du coup l'information. Et donc finalement, on a inclus 137 nouveau-nés. Donc, parmi les 137 nouveau-nés, c'était principalement de l'ECMO véno-artériel, 64%, 36% d'ECMO véno-veineuse. Parmi donc, les ECMO véno-veineuses, il y avait 65%, c'était de l'AREC, 14%, c'était du bicaval et 21%, c'était du multisite et donc du jugulofémoral. Pour ce qui concerne les résultats, comme attendu, c'est principalement des enfants à terme. Donc, pour 88% des cas, il y avait quand même 9% de prématurés. Pas de différence en termes de sexe ratio. Pour ce qui concerne les triggers, comme attendu, c'est principalement de l'inhalation méconiale pour 56%, 37% de sepsis, 13% de pneumonie et 18% d'anoxo-ischémie. Avec, si on compare VA, VSVV, des patients qui paraissaient plus graves en VA qu'en VV, un pH, enfin une médiane de pH à 7,1 pour ce qui concerne l'ECMO véno-artériel et 7,2 pour le véno-veineux, des lactates beaucoup plus élevés en véno-artériel qu'en véno-veineux et surtout un V-score beaucoup plus élevé en véno-artériel qu'en véno-veineux.
un taux de mortalité significativement plus élevé en véno-artériel qu'en véno-veineux, 30% en VA et 40% en VV, mais les VA étaient plus graves. Pour ce qui concerne la durée d'ECMO et la durée de séjour, le véno-artériel était significativement plus court avec des durées de run de 6 jours en VS, 7 jours en VV, durée de ventilation de 14 jours en VA, VS, 18 en VV et une durée d'hospitalisation également plus longue en VV qu'en VA, donc 16 en VA et 25 en VV. Pour ce qui concerne des complications, on n'a pas pu montrer de différence significative en termes de convulsions d'AVC ischémique ou hémorragique, probablement par manque de puissance. Et les complications neurologiques, c'était 22% de notre cohorte. 10% des patients avaient présenté au moins un événement pulmonaire et il n'y avait pas du tout de différence significative, que ce soit en termes de pneumothorax, d'hémothorax ou d'hémorragie alvéolaire. Par contre, on avait 30% de notre corps qui avait au moins un événement hémorragique et c'était significativement plus élevé en véno artériel qu'en véno veiné. Donc, on arrive à la grande discussion dans le SDRA néonatal. Qu'est-ce qu'il faut proposer? Est-ce qu'il faut faire du VA? Est-ce qu'il faut faire du VV? Euh, Comme attendu, principalement, ce qu'on fait donc en France, c'est de l'ECMO du coup véno-artériel. Et en fait, quand on regarde les dernières publis du coup de l'ELSO, 92% des SDRA néonataux, c'est de l'ECMO du coup véno-artériel et 8% du VV. Et tous les ans, en fait, on perd du coup de la VV. Et c'est expliqué par plusieurs facteurs décrits par Johnny Lee en 2020. La première chose, c'est la réticence à l'utilisation des canules bicavales parce que longtemps décrié à cause du risque de tamponnade, mais les dernières publications, elles montrent que finalement, il n'y avait pas plus de risque de tamponnade avec les bicavales qu'avec des canules standards. La deuxième chose, c'est, comme disait bien Jérôme hier, c'est la difficulté de canulation jugulo-fémorale, mais là aussi, en fait, sur tous ceux qu'on a inclus, donc le 10 qu'on a inclus, il n'y a pas de complications du coup graves. Le plus petit qu'on a fait, c'était 2,8 kg du coup dans la cohorte. Et donc l'autre chose qui a expliqué le déclin, bah, c'est l'arrêt de la règle, mais qui était principalement utilisé par l'hôpital Trousseau. Et donc, John Lilly a publié en 2021 12 enfants du coup pédiatriques cannulés en jugulo-fémoral, avec là aussi en fait aucune complication grave. Il y avait des occlusions veineuses pour 100% du coup des cas, mais sans conséquences cliniques. Et le plus petit qu'ils avaient fait, c'était 2,1 kg. La deuxième chose, c'est que certes, nous, on n'a pas pu montrer qu'il y avait une différence donc, significative en termes de complications neurologiques, mais sur des grosses cohortes faites par l'ELSO, publiées en 2013, eh ben, il y avait beaucoup plus d'événements neurologiques en véno-artériel qu'en véno-veineux. Et nous, on a montré qu'il y avait moins de complications hémorragiques. On a essayé de regarder s'il y avait vraiment des différences significatives de mortalité en ajustant les facteurs de confusion, donc pH, V-score et lactate. Et par contre, il n'y avait pas de différence significative, mais très probablement par manque de puissance. Et la dernière chose qui peut expliquer aussi le fait qu'on mette moins de VV et qu'on va plus proposer de la VA, c'est que dans ce type de patient, il y a souvent donc de l'HTAP, il y a souvent une dysfonction droite associée, et il y a certaines équipes qui vont proposer plutôt de faire de la VA que de la VV. Mais là, ça, c'était du coup une étude adulte 2015 qui a fait un cathétérisme du coup cardiaque pendant la mise sous ECMO et qui avait montré vraiment très rapidement une baisse de la post-charge du VD avec une baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne liée en fait à l'augmentation de la SVO2 et la baisse de la CAPI. Et on avait regardé nous aussi en fait que rapidement en fait après la mise en place de l'ECMO VV, on arrivait à rapidement baisser du coup le V-score et améliorer le pH de manière très significative. Et c'est ce qui a été également publié en 2023 sur du PRDS. Et donc, actuellement, en fait, l'ECMO VV, c'est vraisemblablement préférable à l'ECMO VA pour le SDRA néonatal, même en cas de dysfonction droite légère ou modérée. Et c'est ce qu'on fait actuellement à Toulouse, c'est-à-dire que dès que c'est de l'inhalation méco, même s'il y a une dysfonction droite, on essaie de canuler en véno-veineux et jugulo-fémoral. Et pour l'instant, ça se passe bien. Là, c'est juste un algorithme adulte qui a été publié en 2017. C'est ce qu'ils font actuellement et ça, c'est vraiment les recommandations. C'est-à-dire, quelle que soit la RDS, s'il n'y a pas de dysfonction gauche ou dysfonction biventriculaire, c'est systématiquement de l'ECMO VV. Les limites et les points forts de l'étude, bon, c'est la première étude depuis la publication de la définition du NARDS, c'est une étude multicentrique avec les 4 plus grands centres d'ECMO français, 14 années d'inclusion, un échantillon quand même de taille significative pour le contexte.
et surtout des données cohérentes avec ce qui a déjà été rapporté dans les derniers rapports de l'ELSO et dans la littérature. Malheureusement, c'est une étude rétrospective, c'est difficile de faire du prospectif sur ce type d'études et les échantillons sont restreints pour des analyses multivariées ou des stratifications. Et là aussi, il y avait un gros biais centre. 87% des patients proviennent du même centre, l'ouest de Paris. Données manquantes qui ont vraiment pu influencer nos résultats. Notamment, on n'a pas eu la génétique pour tous les patients et probablement qu'on est passé à côté de dysplasie alvéolo-capillaire ou en tout cas certains patients qui ont pu être inclus alors qu'ils avaient du coup des maladies constitutionnelles. Et l'autre souci qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas des données échocardiographiques pour évaluer au mieux la dysfonction cardiaque, que ce soit pré ou post-ECMO. Les points essentiels, je pense qu'il faut retenir de cette étude, c'est déjà l'ECMO véno-veineuse est réalisable et sûr chez les nouveau-nés, quel que soit le poids, parce que John Lilly 2.1, nous, sur l'étude, c'est 2.8. Il n'y a pas de différence significative de mortalité entre l'ECMO véno-artériel et l'ECMO véno-veineuse, mais là aussi, c'est vraiment un manque de puissance. Et l'autre message, c'est vraiment, quel que soit, même s'il y a une dysfonction droite légère ou modérée, il faut essayer du coup de faire de l'ECMO VV au lieu de l'ECMO VA. Et le dernier point, probablement que ça va relancer l'ECMO véno-veineuse, c'est que Medtronic, normalement, dans 1 ou 2 ans, vont avoir le marquage CE pour leur nouvelle canule, qui a priori est mieux designée que l'Avalon et qui permettrait donc d'avoir du coup, sur les dernières études du coup américaines, moins du coup de tamponnade, vu son design qui a priori, en fait, elle est plutôt atriale, elle n'est pas du tout bicavale. Et donc, sur les études américaines qui ont été publiées, il y aurait moins de tamponnade. Et a priori, on l'aurait dans 1 ou 2 ans en Europe. Et voilà, merci beaucoup. Il y a des questions. Excuse-moi, tu l'as peut-être dit, comment vous avez géré les patients chez qui on est passé d'un mode à l'autre, on est mauvais A, on est mauvais B, en particulier, Alors, si on a regardé du coup les taux de conversion du multisite, c'est-à-dire du jugulo-fémoral jusqu'en véno artériel, on avait 0. Et c'était principalement du coup de l'arec vers le véno artériel. Et la majorité de la cohorte, c'était du consul. Comment tu vois la suite? Tu vois la suite de ce travail, de votre La travail? suite de ce travail, c'est qu'il y a une publication qui est en cours. L'article est cool, vous allez recevoir normalement prochainement. Ça, ça donne envie de faire ce que font de plus en plus les adultes, des équipes longitudinales. C'est-à-dire qu'effectivement, du randomisé là-dessus pour l'instant non, mais de faire une équipe de suivi prospectif de ces patients. Je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Ça nous donnera des réponses dans les années à venir. Et évidemment, en évitant peut-être les biais qu'on a dans le rétrospectif, comme tu l'as dit. Et surtout que l'autre idée qu'on s'était dit, c'est essayer de récupérer, parce que finalement, sur du multisite, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10. C'est d'essayer de voir le devenir de ces patients-là et s'ils arrivent du coup vraiment à les convoquer, à voir en fait, s'ils ont vraiment des retards du coup à la marche ou des complications sur toute cette cannulation et faire un travail du coup derrière. Parce que c'est vrai que quand on regarde la littérature, hormis John Moody, il n'y a rien qui est décrit. Moi, j'espère que tu as convaincu tout le monde de les voir. Merci beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec Alex.